Bonjour Manuel Cervera-Marcel. Vous avez soutenu en 2014 une thèse de sciences politiques sur la désobéissance civile. Depuis, vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le dernier porte sur le populisme de gauche, sociologie de la France insoumise. Vous venez également de diriger un ouvrage collectif intitulé Ce gros mot de communisme, avec notamment des contributions d'Alain Badiou, Chantal Mouffe ou encore Slavoj Žižek. Avant de passer aux questions de fond, l'actualité était marquée par le déclenchement brutal de la guerre en Ukraine. Comment analysez-vous l'impact sur la dynamique de campagne des différents candidats ? Bon, je pense que d'abord merci pour l'invitation, hein. Je pense que effectivement cette guerre en Ukraine, elle bouleverse la campagne, ça on le voit. Je pense que celui auquel elle va bénéficier, si on rentre dans des considérations, je suis désolé, hein, c'est un peu politicien, un peu électoraliste, mais très clairement, avant même le déclenchement de cette guerre, on voyait bien que le président sortant avait comme stratégie pour sa réélection finalement de tenter d'enjamber la campagne, de se poser comme son successeur naturel, d'éviter au maximum de débattre avec ses contradicteurs. Et là, il se trouve que pour lui, cette guerre qui l'oblige à se poser beaucoup plus comme chef des armées que comme candidat à une élection présidentielle, quelque part, c'est du pain béni et c'est un bon prétexte pour continuer comme ça à se placer au-dessus de la mêlée. Donc, dans le fond, si ça doit faire le jeu de quelqu'un, je pense que ça fera le jeu d'Emmanuel Macron. Après, on voit bien du coup que ça oblige un certain nombre, d'ailleurs l'ensemble des candidats à se positionner sur un sujet qui n'est pas celui qu'ils avaient prévu, voilà, qui n'est pas celui qu'ils avaient pensé mettre au cœur de leur campagne. Quant à savoir l'effet que ça pourrait avoir sur les électeurs, voilà, de droite, de gauche, finalement, quand on regarde il y a des enquêtes qui sont faites toutes les semaines, hein, où on demande notamment aux électeurs en fonction de quels critères est-ce que vous allez choisir votre bulletin de vote. Et ce qui était prédominant et ce qui reste prédominant au jour d'aujourd'hui, alors qu'on est en pleine guerre, c'est les questions de pouvoir d'achat, c'est les questions de travail, c'est les questions éventuellement environnementales, il y a les questions sécuritaires et d'immigration, bien sûr, quand on est plutôt à droite, mais on voit que les enjeux géopolitiques, ils montent un peu, mais ça reste loin derrière les préoccupations, on va dire, de politique intérieure. Donc je suis pas, voilà, c'est une question extrêmement complexe, mais je pense qu'on surestime peut-être un petit peu l'influence que cette guerre va avoir sur le résultat de la présidentielle. Du coup, pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, le candidat président sortant, Emmanuel Macron, est quand même, dans le dernier sondage, autour de 30%. Donc le second tour lui semble relativement acquis. Est-ce que vous pensez que lors du second tour, certains candidats ont une possibilité de remporter l'élection contre lui? Bon, aujourd'hui, effectivement, l'ensemble des prévisions second tour, quel que soit l'adversaire qu'on met en face d'Emmanuel Macron, montre qu'a priori, sa réélection lui est garantie à 90% de chance. Pourquoi ? En fait, parce qu'il a réussi finalement à maintenir agrégé autour de lui cette espèce de bloc, oui, il faut l'appeler bloc bourgeois, je pense, qu'il avait constitué, qui était son électorat en 2017, voilà, un bloc bourgeois qui, en termes politiques, va finalement du centre-gauche à la droite républicaine sur laquelle il a largement mordu. Ces gens-là, pour des raisons pas tant idéologique que vraiment matériel, hein. Je pense que c'est la politique fiscale qui parle au porte-monnaie des électeurs. Ces gens-là ont trouvé en fait leur candidat. Il leur a fait tout un tas de cadeaux pendant 5 ans. Aujourd'hui, ces gens sont satisfaits du travail qu'il a fait pour eux. Ils sont prêts à le reconduire au pouvoir. À côté de ça, vous avez des oppositions politiques, que ce soit du côté de l'extrême droite, qui est divisée en fait entre deux candidats. Alors ça, quelque part, j'ai envie de dire, finalement, tant mieux si ça peut permettre de les neutraliser l'un et l'autre. Bon, l'effet néfaste, c'est que comme ils sont deux, ça démultiplie leur surface médiatique et ça pollue encore plus l'espace public avec leur délire sécuritaire, raciste, etc. De l'autre côté, on a une opposition de gauche qui, est elle aussi assez divisée, mais oui, qui est aujourd'hui trop faible. Mais alors ça, c'est le résultat il faudrait refaire une longue histoire de l'érosion de la gauche, des gauches en France pour essayer de comprendre pourquoi. Il y a tout un tas de facteurs qui expliquent ça, notamment
le fossé grandissant qui s'est creusé entre la gauche et les classes populaires. Mais oui, effectivement, vu la situation de l'opposition à Macron à gauche comme à droite, aujourd'hui, il me semble assez juste de pronostiquer sur une nouvelle victoire d'Emmanuel Macron. Quand vous dites les électeurs qui vont retourner voter pour Emmanuel Macron au premier tour sont les gens qui ont profité, même au niveau fiscal, de sa politique, alors les sondages ne prennent pas encore en compte tous les gens qui vont finir par aller voter, mais quand on voit qu'Emmanuel Macron est à 30%, on a quand même l'impression que ça va au-delà du bloc bourgeois. C'est-à-dire que c'est pas juste le candidat dans les urnes, c'est pas juste le candidat de la bourgeoisie. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur la sociologie de cet électorat de Macron en 2017 et de cet électorat potentiel en 2022 ? Ouais. Oui, alors c'est vrai que c'est pas, c'est pas que la bourgeoisie, 30%, enfin ça représente effectivement plus que ça, donc il faut aller chercher d'autres explications. Il y a d'autres secteurs, moi je me souviens, les chiffres, je les cite de mémoire, mais en 2017, on avait 30% du corps enseignant qui avait voté pour Emmanuel Macron, et je regardais un peu dans les sondages aujourd'hui, on est un petit peu en deçà, mais on reste à 20-25% d'enseignants qui pensent voter pour Emmanuel Macron. Bon, quand on a un peu suivi le mépris avec lequel Jean-Michel Blanquer a traité le corps enseignant pendant 5 ans, en fait, tout simplement les attaques à coups de réformes successives qui ont été faits contre le corps enseignant, ça, finalement, en tout cas pour moi, ça reste un peu un mystère, quoi. Un quart à un tiers des enseignants continuent de voter pour Emmanuel Macron, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. À quoi ça tient ? Bon, là, pour le coup, ça tient moins je disais tout à l'heure, le porte-monnaie, qu'à des critères peut-être plus idéologiques. C'est vrai que j'écoutais, là, pour le coup, Emmanuel Macron est rentré en campagne il y a 2 jours, j'écoutais son premier discours, enfin, c'était pas vraiment un discours, mais il y avait un public, enfin, ses premiers échanges hier. Bon, il faut dire ce qui est, on a affaire à quelqu'un qui est quand même très bon dans les performances, disons, oui, de campagne et discursives qu'il est capable de produire, qui conserve. Pour moi, il y a eu un vrai, enfin, entre le Macron candidat de 2017 et le Macron président pendant 5 ans, il y a eu un vrai tournant à droite, un vrai tournant autoritaire, identitaire, enfin voilà. Mais je me rends compte que ça, je le dis moi, on est un certain nombre à le penser, à l'avoir analysé, mais c'est pas perçu forcément par l'ensemble de l'électorat. Il conserve, il y a un vernis progressiste, un vernis libéral au sens plutôt culturel et politique du terme, qui reste... attaché à Emmanuel Macron, qui fait d'ailleurs qu'on voit comme ça Macron, on l'assimile plutôt à la lignée Justin Trudeau, Barack Obama, à ces espèces de despotes, Bolsonaro, Trump, Erdogan, Poutine, etc. Donc il est perçu comme ça, y compris, je pense que voilà, quand on demande, si on creuse un peu les enquêtes auprès par exemple des enseignants, ou ça va aussi, on peut aller voir du côté des milieux culturels, artistiques, ce qu'on appelle parfois les métiers de la création. C'est là aussi qu'ils puisent un certain nombre de réserves de voix. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie d'explication qui est là. Et une autre, pour finir, désolé, je suis un peu long, mais il ne faut pas négliger non plus que je pense qu'il y a une fraction des lecteurs assez droitisés quand même. Enfin, bien droitisés. Moi, pardon, hein, c'est au petit doigt comme ça, mais je discutais l'autre jour avec un éleveur du Béarn, qui roule pas sur l'or, qui a pour journaliste préféré Éric Zemmour, qui le regarde tous les soirs à la télé, qui me disait qu'il adhérait 100% aux thèses d'Éric Zemmour. En fait, il va voter Emmanuel Macron parce que, je vous restitue ses propos, il me disait, mais en fait, Macron dit les choses de manière bien plus timorée et polissée que Zemmour, mais au fond, il fait ce que Zemmour dit, en fait, Macron. Et donc ça aussi, voilà, c'est des gens, quelqu'un comme ça, c'est pas quelqu'un qui va voter Macron forcément pour des raisons pécuniaires, mais je pense, ouais, idéologiquement, il y a cette force d'Emmanuel Macron, c'est un caméléon aussi, voilà, c'est quelqu'un qui est perçu comme de gauche par les gens de gauche et comme de droite par les gens de droite. Vous savez, c'est la fameuse phrase du cardinal de Retz qui disait la grande maxime en politique, c'est on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. La grande force des candidats, c'est vraiment de savoir maintenir l'ambiguïté pour être perçu par chacun, qu'on soit de gauche comme de droite, comme le candidat est perçu comme étant proche de soi et de ses opinions. Et ça, Emmanuel Macron, il faut reconnaître qu'il y parvient plutôt bien, et donc je pense
pense que ça peut contribuer aussi à expliquer sa probable réélection. Quand on regarde la sociologie de son électorat en 2017, il y a quand même une structure, ça me revient parce qu'il y a un livre, L'entreprise Macron, qui est paru aux presses universitaires de Grenoble, qui dissèque très en détail son électorat de 2017. Il a vraiment un électorat de classe, quoi. Enfin, je veux dire, il est sous-représenté, il y a un sous-vote Macron chez les classes populaires. Il obtient, alors au premier tour, il avait fait combien? 23-24%, un truc comme ça. Il obtient 23-24% chez les classes moyennes, et par contre, chez les classes supérieures, il est à 30-35%. Donc c'est quand même un vote bourgeois, même s'il arrive à déborder un peu le bloc bourgeois. Comment est-ce que c'est possible, après un quinquennat Macron, qui a été quand même marqué par le mouvement des Gilets jaunes, qui a connu un important mouvement d'opposition à la réforme des retraites, comment est-ce que c'est possible que, là, dans les sondages, les candidats, alors en mettant Macron dedans, les candidats de droite ou d'extrême droite, puissent cumuler 70 à 75% des intentions de vote? Ouais. Là, il faudrait, je pense, vraiment, il faut prendre ces résultats de sondage avec des pincettes. Enfin, je veux dire, encore, il n'y a qu'à regarder pendant les 5 années qu'on a traversées. Reprenons les sondages à la veille des élections européennes de 2019 et comparons-les aux résultats réels qu'il y a eu en 2019. On nous annonçait le Front National loin devant, qu'elle est complètement reléguée derrière lui, La République En Marche. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Front National s'est effondré, La République En Marche s'est plutôt maintenue. Reprenons les prévisions pour les régionales, pour les municipales. Alors là, avec un contexte en plus marqué par le Covid, là, avouons que pour les sondeurs, c'était pas facile de travailler dans un contexte marqué par une telle incertitude, avec moins de 30% du corps électoral qui se déplace. Mais alors peut-être reprenons les précédentes campagnes présidentielles. À 3 mois du scrutin, on n'a quasiment jamais eu les sondeurs qui étaient en prévision de nous donner le résultat final correct sur les deux au deuxième tour, sur le gagnant final. Donc je crois, bon voilà, ça c'est le premier point, c'est vraiment toujours garder à l'esprit qu'ils ne s'améliorent pas, les sondeurs d'année en année, ils ne s'améliorent pas, et que, il y a des biais qui sont là et qui sont presque inévitables. Un des biais particulièrement, je pense qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui la droite et l'extrême droite est si haute, alors que je pense vraiment que le 10 avril prochain, elle sera bien plus basse en tout cas, elle sera plus basse que ce qu'on lui prédit aujourd'hui, c'est que, en fait, aujourd'hui, quand on sonde, les gens qui savent un mois avant l'élection ceux qui vont voter, c'est essentiellement les plus fortunés, les plus diplômés et les plus âgés. Et il se trouve que les plus fortunés, les plus âgés et pour les plus diplômés, c'est un peu différent, mais les plus fortunés et les plus âgés, ils votent plutôt à droite. Les plus diplômés, ils votent plutôt au centre. Si on fait des traits, je schématise tout ça vraiment à la hache, mais voilà. Les plus jeunes et les classes les plus populaires, c'est ceux qui se décident, mais plus de 50% des classes populaires et des moins de 25 ans se décident dans les 2 dernières semaines. Et ces gens-là, c'est effectivement eux qui sont un réservoir de voix pour les candidats de gauche, quelle que soit la gauche dont on parle. Donc il va y avoir une forme de rééquilibrage, disons, quasi automatique qui va s'opérer dans les 30 prochains jours. Ça, je ne fais pas trop. On entend beaucoup de constats aujourd'hui très alarmistes, très défaitistes sur la gauche et en état vraiment de disparition. Elle pesait 35% des voix au moment de Hollande. Elle en pesait 32% il y a 5 ans. Elle en fait plus de 22% aujourd'hui. Moi, je crois que ça, c'est une illusion d'optique. On va se rendre compte le 10 avril prochain qu'il y a un total des voix de gauche qui avoisine les 30%, je n'en fais pas trop. Alors, vous dites que la gauche va peut-être finir le soir du premier tour plus haut qu'on ne lui prédit. Ségolène Royal vient de briser le tabou du vote utile. Jean-Luc Mélenchon étant dans les sondages de façon stable depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, assez largement au-dessus des autres candidats de gauche. Est-ce que vous pensez que cette logique de vote utile et des personnes qui ne sont pas encore prises en compte par les sondages pourrait permettre à Mélenchon de finir relativement plus haut que ce que les sondages lui annoncent actuellement? Oui, alors d'ailleurs, parce que
vous disiez, il a de l'avance depuis pas mal de temps et tout. En fait, quand on regarde il y a 2-3 mois, c'était assez serré, hein, au moment où Anne Hidalgo est intronisée par le PS, où Yannick Jadot remporte la primaire écologiste. Hidalgo comme Jadot bénéficie de quelque chose qu'on a déjà vu par le passé se produire, d'un effet d'engouement, de souffle, de démarrage d'une campagne, qui fait que, si je me souviens bien, en novembre-décembre dernier, on était pas au coude à coude, mais presque, hein, on était à des Hidalgo et Jadot autour de 6-7%, à Mélenchon autour de 8-9%, mais voilà, l'écart était vraiment minime. Il s'est creusé le temps passant, en fait, la logique du vote utile, hein, qui est pour le coup attestée par de nombreuses enquêtes électorales depuis longtemps, et de quinquennat en quinquennat, qui s'accentue à gauche, hein, quand on demande tout simplement aux électeurs de gauche, est-ce que vous avez voté par adhésion ou par utilité, hein, c'est une question qui est régulièrement posée. On se rend compte que voilà, cette logique du vote utile, effectivement, elle va croissant, et de manière classique, elle bénéficie à celui qui a le plus d'avance. Là, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a déjà une marge de maintenant 5 points, voire 7-8 points sur ses concurrents à gauche. Sauf cataclysme, et on ne peut pas exclure, hein, je sais pas, une révélation sur une affaire, un problème de santé, enfin voilà, il peut encore survenir des cataclysmes, mais je mets cette hypothèse à part, sauf cataclysme, l'écart va, je pense, continuer à se creuser en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Le fait que quelqu'un comme Ségolène Royal se rallie à lui venant du PS, c'est pas rien. Le fait qu'on ait des figures notamment issu Claire Lejeune, voilà, qui était à la tête des jeunes écologistes qui se rallient à Mélenchon, c'est pas rien. Le fait que, y compris la primaire populaire, dont les rapports ont pu être à un moment donné particulièrement houleux vis-à-vis de la France insoumise, se rallie dans des conditions elles aussi très houleuses, mais ces derniers jours, tout ça témoigne quand même de dynamiques de ralliement autour de la personne de Jean-Luc Mélenchon, qui font que moi je le vois remonter jusqu'à 15, 16, 17, peut-être même 19% son score du dernier quinquennat. Et donc, pour aller jusqu'au bout de votre question, je dirais que finalement, on connaît déjà un des candidats qui accédera au second tour, c'est Macron, mais qui l'affrontera, ça va se jouer vraiment dans un mouchoir de poche, en fait. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche entre eux. Alors moi, je pensais qu'il y aurait Zemmour, Le Pen, Pécresse, Mélenchon. Pécresse est en train de décrocher, mais du coup, ils sont quand même 3 à pouvoir jouer. On ne peut pas exclure que cette logique du vote utile, elle joue aussi à l'extrême droite, c'est-à-dire que tout d'un coup, on voit Zemmour grimper, ou plutôt l'inverse, peut-être Le Pen grimper au détriment de Zemmour, et là, vraiment, je pense que à nouveau, on va être à du coup, entre Le Pen et Mélenchon, ça va se jouer à quelques centaines de milliers de voix, ce qui n'est pas grand-chose, en fait, c'est quelques pourcents, finalement. Donc, effectivement, on est dans un jeu très indécis. Et je me permets, pour élargir un tout petit peu le propos, de dire que tout ça signifie, pour remettre ça dans le temps long, tout ça, c'est aussi le symptôme d'un phénomène plus profond qui est ce que j'appellerais une espèce de décomposition des appareils partisans, hein, c'est-à-dire les deux grands appareils, le Parti socialiste et puis les Républicains, qui ont structuré quand même l'offre politique sous la Ve République pendant plus d'un demi-siècle. Alors aujourd'hui, on voit bien que leurs candidats, Hidalgo et Pécresse, sont à la ramasse, tout comme ils étaient à la ramasse il y a 5 ans, mais ça se confirme aujourd'hui. Du coup, ils n'étaient pas qualifiés pour le second tour il y a 5 ans, et ils ne le seront pas non plus, selon toute vraisemblance, en 2022. Donc les deux pôles qui structuraient notre vie politique se sont effondrés, je pense que le terme n'est même pas exagéré, et donc du coup qu'est-ce que ça produit? Ça produit une forme de liquéfaction du jeu politique, d'incertitude. On peut avoir comme ça, alors en 2017 c'était Emmanuel Macron qui sortait de quasiment nulle part. Alors, j'ignore pas tous les soutiens du monde de la finance, du monde des médias qu'il a eu, mais il sortait par rapport au jeu politique et au jeu partisan, il sortait de nulle part en fait, et hop, il accède à la tête de l'État. Et là, à nouveau, quand même, on a eu le phénomène Zemmour, pareil, il sort pas complètement de nulle part, mais en tout cas, il est extérieur au jeu politique et hop, il perce. Donc voilà, ça crée ce genre de phénomène qui fait qu'on se retrouve avec des situations de plus en plus imprévisibles. Face à cette prévision assez largement partagée de l'accessibilité au second tour possible pour Jean-Luc Mélenchon dans le camp de la gauche face à des réactionnaires,
Est-ce que vous pensez que certaines organisations politiques de gauche qui jusqu'à présent ont un candidat sont susceptibles de finalement décider un soutien à la candidature de Mélenchon? Bon, moi, j'aurais pas parié il y a quelques semaines que Ségolène Royal se rallierait à Jean-Luc Mélenchon. J'aurais pas parié non plus que la primaire populaire, même si c'est, on a bien compris, hein, une trentaine seulement de personnes qui ont voté ça au sein du bureau et qui sont du coup accusées par d'autres qui sont eux-mêmes issus plus ou moins de la direction d'avoir fait un coup d'État en interne. Mais voilà, j'aurais pas parié non plus que la primaire populaire s'y rallie. Euh, S'il y a une, la question c'est s'il va, c'est quoi, est-ce que d'ici le premier tour il y aura d'autres aliments ou, oui, je pense que là il est sur une dynamique positive. D'ailleurs, il y a des ralliements qui se font parce que des gens décident en leur âme et conscience, souverainement, j'ai envie de dire, de rejoindre la campagne qui juge la plus prometteuse sur le fond ou alors en termes d'utilité. Enfin voilà. Mais il y a aussi une mise en scène des ralliements. Enfin, il faut bien voir qu'une des grandes nouveautés de la campagne de Mélenchon en 2022 par rapport à 2017, c'est la création de ce Parlement de l'Union populaire qui regroupe 200, 300 personnes, à peu près pour moitié des gens qui sont issus de la France insoumise, mais précisément l'autre moitié sont des gens qui n'appartenaient pas à la France insoumise et auxquels on ne demande pas d'appartenir et de rejoindre la France insoumise. On crée un espèce finalement de sas intermédiaire qui permettent de rejoindre la campagne de l'Union populaire sans rejoindre la France insoumise parce que on sait qu'il y a eu il y a tout un tas de critiques qui ont pu être émises à l'encontre de la France insoumise. Donc c'est un organe intermédiaire qui est destiné à accueillir celles et ceux qui veulent soutenir la campagne. Et il faut voir comment la politique, c'est le sens du timing, hein, c'est le kairos, voilà. Et donc, un ralliement, quand on est certain d'avoir un ralliement intéressant comme celui de Ségolène Royal, comme celui de Thomas Porte, qui était le porte-parole de Sandrine Rousseau, ou d'un député communiste, ou quoi, on prévoit, on fait ça au bon moment, en fait, le moment où ça va peser le plus, où ça va avoir un écho médiatique, où ça peut faire aussi mal à l'adversaire qui voit quelqu'un s'en aller. Enfin, et donc là-dessus, pourquoi je dis ça? Il faut souligner je pense, une certaine forme de savoir-faire, peut-être même de virtuosité dans la façon dont le candidat Mélenchon et son équipe et ses stratèges ont su jusqu'ici, notamment à travers la création de ce Parlement de l'Union populaire, mettre en scène les différents ralliements. Je pense à la façon dont ils les échelonnent comme ça dans le temps, où ils montrent qu'on est rejoint par d'anciens socialistes, mais aussi par des jeunes figures des marches pour le climat, par des gens qui sont dans les luttes des quartiers. Enfin voilà, là-dessus, il y a quelque chose qui se joue. Tous les candidats, les 12 candidats font tous ça aujourd'hui, mais voilà, je pense que Jean-Luc Mélenchon le fait à sa manière et le fait, je crois, plutôt bien si on en juge à la progression des intentions de vote en sa faveur. Et donc oui, je pense que les ralliements vont continuer. Simplement, si on fait beaucoup de prospectives là, mais quand bien même il parviendrait au second tour, enfin, imaginons qu'il n'y accède pas, mais quand bien même il y parviendrait selon toute probabilité face à Emmanuel Macron, il est plutôt appelé à perdre, ça va ouvrir une nouvelle période, c'est là que je veux en venir, c'est l'après 2022. L'après 2022 va ouvrir une nouvelle période qui sera une période, je pense, de l'après-Mélenchon, et là, pour le coup, autant... là, dans le mois qui vient, on va peut-être avoir une dynamique finalement d'unification de la gauche autour de la figure de Mélenchon. Autant après le 10 et le 24 avril prochain, je pense qu'on va plutôt assister à une forme de décomposition et d'explosion des appareils de la gauche. Enfin, on le voit dès aujourd'hui, en fait. Regardez Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, ça fait scission. Regardez au sein du PCF, les tensions quand même en interne. Hein. Moi, je vois, déjà, le fait d'avoir un candidat, de se payer une campagne identitaire avec Fabien Roussel, ça a été très discuté. Ça s'est joué de manière assez difficile. On a plusieurs députés qui ont fait scission pour rejoindre Mélenchon. On a des critiques en interne, voilà. Le NPA, avec 2 candidatures, Anas Kazim n'a pas eu Révolution permanente n'a pas eu ses signatures, mais le NPA qui arrive aussi à se diviser. Et je pense que la France insoumise, c'est comme ça que je l'ai analysée et décrite dans l'enquête que j'y ai consacrée, est vraiment j'utilise la métaphore de la pyramide inversée, quoi. C'est une pyramide dont l'unité tient précisément au fait qu'elle repose sur son leader. Quand on enlève le socle, ça se décompose en plusieurs morceaux. Donc, pour le meilleur comme pour le pire, je pense que à partir de mai 2022, on va avoir les gauches vont être confrontées vraiment à des dynamiques de recomposition profonde. Voilà.
qui font que, ouais, on n'a plus le Parti socialiste, on n'aura plus la France insoumise, en tout cas pas sous la forme qu'on a connue ces 5 dernières années. Et à quoi ça va donner lieu, je suis bien curieux, on l'étudiera. Si on anticipe plutôt la réélection d'Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez que derrière le mouvement des Gilets jaunes, derrière une tradition syndicale et une certaine combativité persistante de la CGT, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, de façon automatique, ira au bout de son quinquennat, qu'il faudra attendre 2027 pour avoir une nouvelle possibilité de s'emparer du pouvoir Non, pas du tout. Je pense qu'on se trompe en pensant que l'élection présidentielle est le moment de politisation par excellence de la société française. En fait, je pense que, par exemple, on est aujourd'hui dans un état général de politisation, aujourd'hui à la veille de l'élection présidentielle, qui est plus faible que celui qu'on avait pendant les Gilets jaunes. Et on a des indicateurs sur ça, on a des enquêtes régulièrement aussi effectuées sur des bases assez larges et tout par des collègues au CEVIPOF notamment, qui demandent aux gens à quelle fréquence est-ce que vous discutez de politique dans la semaine, au travail, en famille, avec les amis. Et bien là, il faudrait aller vérifier, je vous dis ça, là, j'ai pas les chiffres, mais il faudrait aller vérifier, il faudrait faire le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont plus de discussions politiques qu'ils n'en avaient en pleine crise des Gilets jaunes? Je suis loin d'en être convaincu. En tout cas, par exemple, pour l'Espagne, j'avais regardé, au moment des indignés, vous aviez 4 fois plus de discussions politiques qu'au moment des élections les législatives générales qu'on suivi où Podemos avait fait sa percée. Donc en fait, voilà, n'assimilons pas la politique à l'élection présidentielle et ne croyons pas que pendant 5 ans, il faudra juste attendre à nouveau de pouvoir à nouveau voter, parce que c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a qu'à voir la façon dont la combativité à Notre-Dame-des-Landes a permis de mettre un coup d'arrêt définitif à ce projet d'aéroport. Il y a qu'à voir dont les Gilets jaunes, alors je sais bien que les 10 milliards d'euros que Emmanuel Macron a ensuite donné suite aux Gilets jaunes, en fait, il donnait d'une main ce qu'il reprenait de l'autre à travers des tours de passe-passe comptables, mais malgré le fait que ce soit une demi-victoire, c'est quand même une demi-victoire et des milliards d'arrachés parce qu'il y a une combativité. Donc je crois que ce qui décide finalement des politiques publiques mises en œuvre, votées à l'Assemblée, décidées par le gouvernement, c'est en grande partie le niveau de combativité dans le pays, et ce niveau de combativité, il est loin de se limiter au bulletin qu'on glisse dans l'urne une fois tous les 5 ans. Vraiment. Et les grandes conquêtes sociales du XXe siècle, congés payés, les augmentations de salaire, les droits syndicaux, etc., etc. 36, 68, je vous refais pas la liste, mais c'est pas des mouvements, c'est pas des, ou alors l'élection elle arrive après le mouvement social, mais c'est dans le mouvement social, c'est dans la rue plus que dans les urnes, me semble-t-il, que se joue que réside, disons, la clé de la situation sociale et politique. Ayant dit ceci, je voudrais rajouter quand même un point, c'est que c'est pas, même si on se doute qu'Emmanuel Macron gagnera au second tour, quelle que soit la personne qui aura face à lui, c'est pas anodin d'avoir face à lui au second tour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, si pendant 5 ans Emmanuel Macron vient de faire là une politique de droite, c'est pas juste parce que lui il est de droite, qu'il est entouré d'élites qui penchent à droite, c'est aussi parce qu'en 2017, le peuple français, si on autorise, en tout cas l'électorat, a mis face à lui au second tour une candidate d'extrême droite, et d'ailleurs lui a donné quand même combien, je sais plus, 40, on était à combien, j'ai oublié, 33, 33, ouais. Enfin voilà, c'était l'extrême droite face à lui, et donc ça lui donne quand même le tempo sur, le braquet, je vais plutôt le mettre à droite, puisque c'était la droite que j'avais face à moi. Si là, il commence son nouveau quinquennat en ayant eu à débattre dans le débat du second tour face à Jean-Luc Mélenchon, oui, ça donne quand même une autre dynamique, un autre son de cloche, et je dis pas que Emmanuel Macron, comme une girouette, va nous faire une politique keynésienne pendant les années qui viennent, mais voilà, ça place le match sur un terrain qui est différent, quoi. Au-delà de l'élection et de la possibilité éventuelle de Mélenchon de faire face à Macron au second tour, la politique est un rapport de force, et le pouvoir macroniste a eu peur du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous pensez qui est susceptible de lui faire peur au cours des années à venir s'il est amené à regouverner la France ? Il a eu peur, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est un slogan qu'on entend parfois dans les mouvements sociaux, qui soient féministes, antiracistes, même syndicaux, il faut que la peur change de camp.
il faut que la peur change de camp. C'est un slogan, mais c'est devenu pour moi vraiment une réalité au moment des Gilets jaunes. Je me souviens d'une enquête, un article très long qui avait été publié par Le Monde en décembre 2018. On était après le deuxième ou troisième acte des Gilets jaunes. Je me permets de raconter ça parce que ça permet de comprendre quelque chose d'important. C'est que raconte cet article? Il décrit le moment où donc on est début décembre et où vous avez comme ça des hordes, on s'entend, de gilets jaunes venus de la province, de la lointaine province, qui débarquent sur Paris et qui, au lieu de défiler paisiblement entre Bastille et Nation, donc dans l'ouest parisien, dans l'est parisien, là où il y a plutôt, où ça vote plutôt à gauche et où sont, voilà, où il y a une sociologie plutôt classe moyenne, intellectuelle, etc. En fait, les Gilets jaunes vont dans l'ouest parisien et vont même dans les beaux quartiers, voilà, autour des Champs-Élysées, de ces grandes avenues, et ils vont dans ces quartiers-là, et oui, il y a des formes de violence qui sont commises contre des vitrines, contre des commissariats, contre des banques. Alors on a parfois parlé d'une violence nihiliste, qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Enfin non, je veux dire, les symboles qui sont visés, il faut être aveugle pour pas comprendre que c'est les symboles de la violence d'État, de la police, les symboles du capitalisme, de la consommation ostentatoire. Enfin je veux dire, le message était dans la cible en fait. Et surtout, plus encore que ces symboles, il y a des dégradations qui sont commises sur, c'est ça que raconte l'article en question, sur les espèces de les grandes portes en fait des hôtels particuliers qu'on trouve sur ces avenues. Et donc là on a pas des petits bourgeois, on a des grands bourgeois qui sont terriblement effrayés en fait, enfin qui voient les classes laborieuses, classes dangereuses, les manants en fait venir frapper en bas de chez eux. On se souvient de Benjamin Griveaux, me semble-t-il, avec ce Fenwick qui rentre dans son ministère, et Benjamin Griveaux qui est obligé d'être exfiltré par la cave, de faire 200 mètres par un souterrain pour ressortir juste à côté de l'Élysée, être mis à l'abri. Là, il y a eu une vraie peur panique qui s'est emparée des grandes fortunes et de la grande bourgeoisie française. C'est ça qui est raconté dans cet article du Monde, et qui fait que là, vous avez vraiment des patrons du CAC 40 qui ont décroché leur téléphone pour appeler Emmanuel Macron sur sa ligne directe, ou alors pour appeler certains de ses ministres, et leur dire non mais là, il faut que vous cédiez, il faut que vous donnez leur ce qu'ils veulent. Ils veulent 5 milliards, 10 milliards, mais vous leur donnez. Là, on n'en peut plus, c'est terrible, on n'est même plus en paix dans le 16e arrondissement. Voilà, je raconte ça parce que je pense que effectivement, quand enfin, c'est terrible, mais il faut en fait leur faire peur, il faut leur faire honte aussi. Enfin, c'est pour ça qu'il faut informer, il faut divulguer sur leurs pratiques, sur les collusions au sein des élites, l'endogamie au sein de ces milieux. Enfin, bon, j'allais dire pas forcément sur un mode un peu racoleur et assez bon, comme certains ont pu le faire dans certains essais, mais il faut quand même documenter ces choses-là, c'est important. Il faut que la honte et que la peur changent de camp. Ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser des anciennes formes de mobilisation plus classiques, du type la manifestation Bastille-Nation, les syndicats, pas du tout. Enfin, aujourd'hui, les entreprises dans lesquelles les salariés défendent le mieux leurs droits obtiennent même parfois quelques avancées. C'est là où il y a le plus de personnes syndiquées, donc il faut conserver ces formes d'action traditionnelles, enfin, vraiment. Mais il faut aussi explorer, inventer, et c'est pour ça que quand voilà, la CGT, par exemple, après un premier moment d'hésitation, a cherché plutôt à se rapprocher du mouvement des Gilets jaunes, j'ai trouvé ça intéressant parce que voilà, on avait non seulement différents milieux sociaux syndiqués et puis des classes populaires plutôt rurales ou périurbaines qui travaillent dans des entreprises, des petites entreprises qui ne sont pas syndiquées. Voilà, on avait des formes de jonction qui ont pu, d'alliances très provisoires, hein, très incertaines, non dénuées de tension, mais quand même des formes d'alliances qui ont pu se créer, du coup des formes d'inventivité en termes de modes d'action contestataires qui ont pu être déployés. Je pense que ça nous donne une bonne indication de ce qui est susceptible de fonctionner et voilà, qui peut-être qui est à méditer pour les années qui viennent. Et Notre-Dame-des-Landes, pareil, hein, j'insiste, c'est un des grands enseignements pour moi de la lutte victorieuse de Notre-Dame-des-Landes, c'est précisément la diversité des tactiques, quoi. Enfin, ça allait d'actions très citoyennes avec des élus opposés au projet d'aéroport qui faisaient comme ça, voilà, des prises de parole en conseil régional, quelques pétitions, mais des choses des votes, des choses très,
des formes d'action très conventionnelles à des barricades et des cocktails Molotov, en passant par entre ça, il y a toute une palette intermédiaire de modes d'action possibles. Et je pense que c'est la clé du succès de Notre-Dame-des-Landes, c'est précisément dans cette diversité des tactiques et dans le fait de ne pas avoir dressé les tactiques les unes contre les autres, mais d'avoir trouvé des modes d'entente ou des compromis entre elles. Voilà, ça me semble important. Il faut créer des divisions sur l'adversaire, mais il faut trouver des modes, des modus vivendi au sein de notre camp social. Vous parlez de cette peur panique au début du mouvement des Gilets jaunes, mais du coup, c'est ce que vous dites bien. Cette grande bourgeoisie qui prend peur et qui dit au pouvoir macroniste de lâcher une dizaine de milliards pour pouvoir espérer un mouvement qui s'intensifie et qui aboutit à une mise en faiblesse du pouvoir macroniste beaucoup plus avancée. Est-ce que finalement, on ne peut pas aussi penser que la faiblesse principale du mouvement des Gilets jaunes est de ne pas avoir pu faire la jonction avec des luttes syndicales et politiques plus classiques, une partie du mouvement des Gilets jaunes adoptant une position assez critique par rapport aux syndicats existants, et les syndicats existants, notamment la CGT assez combative, répétant à longueur de temps qu'on ne peut pas décréter une grève générale, mais n'appelant pas à la grève à une période, au moins en décembre 2018, janvier 2019, relativement insurrectionnelle. Et est-ce que pour le prochain quinquennat Macron, on ne pourrait pas espérer une espèce de jonction entre un mouvement spontané populaire et des luttes politiques et syndicales plus classiques qui pourraient aboutir à des mouvements de grève, à des manifestations Ouais. Si, mais je pense que ça dessine bien l'enjeu, quoi. C'est effectivement de trouver, c'est un rapprochement qui doit se faire. Vous décrivez comme ça deux ensembles sociologiques et politiques. Je suis bien d'accord que c'est ces deux-là qu'on a en face de nous. On pourrait en rajouter un troisième et même un quatrième dans le paysage, parce que donc il y a les gilets jaunes, dont vous parliez, il y a le mouvement syndical qui a fait preuve. Justement, je parlais des luttes locales dans des entreprises, mais je veux dire, rappelons quand même que la mobilisation contre la réforme des retraites à l'hiver 2019 était une mobilisation massive, puissante, qui avait engrangé tout un tas de victoires. Enfin, je veux dire, le gouvernement ne cessait de repousser, s'empêtrer dans des contradictions, la démission de Delevoye. Enfin, et franchement, très honnêtement, alors il y a le Covid qui est venu couper court à tout ça, mais je pense qu'on n'était pas loin d'obtenir la suppression de la réforme, où le gouvernement ne voulait pas le dire comme ça, mais vraiment on n'était pas loin d'une victoire, et donc ça, je crois vraiment, voilà. Et donc, imaginons un rapprochement entre ces formes d'action spontanée, vraiment classe populaire, qu'on a décrite les Gilets jaunes, et les modes d'action syndicale. Mais ce rapprochement, pour moi, en partie, c'est fait. Enfin, j'entends, je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire sur le fait qu'il y a eu des frilosités, il y a eu des animosités réciproques qui d'ailleurs se sont pas éteintes, hein, je pense, qui perdurent probablement aujourd'hui sous la forme de regrets, de récriminations, voilà. Mais quand même, je trouve, et c'est pour ça que je tire un bilan plutôt positif de cette séquence 2018-2019 avant le Covid, c'est que les choses se sont déplacées. Enfin, quand on regarde, par exemple, c'est un indicateur parmi d'autres, quand on regarde entre le début du mouvement des Gilets jaunes et la fin du mouvement des Gilets jaunes, et qu'on sonde un peu les opinions à travers des questionnaires qu'on fait passer sur le terrain, voilà, on se rend compte que les idées en fait, politiques se sont quand même un peu déplacées vers la gauche. Alors peut-être que ça tient aussi au fait que les personnes au cours des semaines ont changé un peu, mais voilà. Mais même chez les leaders, qui ne voulaient pas s'appeler leaders du mouvement, on avait au départ des gens pas structurés politiquement, avec des discours, ça partait un peu dans tous les sens, et c'est pour ça qu'on ne savait pas trop honnêtement si ça allait faire le jeu de l'extrême droite, ou si ça pouvait profiter à la gauche. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'hésitations à gauche. Mais finalement, quand même, une partie de ces leaders, ils sont entrés en contact avec des journalistes, des profs, des syndiqués et des syndicalistes, et puis en fait ils se sont imprégnés d'idées quand même, voilà, de gauche, et aujourd'hui je pense qu'ils ont peut-être un peu atténué leur critique vis-à-vis, enfin il y en a encore, mais voilà. Donc il y a eu des rapprochements qui se sont faits, je pense qu'il faut poursuivre ça. Je pense vraiment que c'est ce type de jonction, hein, il ne s'agit pas d'homogénéiser tout ça dans un grand mouvement, une grande convergence des luttes qui ferait tout un bloc. Je pense que l'idée du bloc, elle est fausse, elle est trompeuse, parce qu'en fait
elle surestime l'unité dont on a besoin et elle sous-estime qu'il faut aussi laisser des marges de liberté, de pluralisme, de pluralité là-dedans. Voilà. On a besoin de faire se rapprocher ces deux blocs, mais je pense qu'il y a deux autres blocs qu'il ne faut pas perdre de vue non plus. C'est, je dirais, toutes les mobilisations des racisés. On parle des quartiers populaires de façon un peu euphémisée pour ne pas mentionner que quand même le critère c'est celui de la race, pour moi, qu'il y a derrière, quoi. Au sens évidemment de la race comme construction socio-historique, hein. Mais c'est ça qu'il y a derrière, et quand on voit voilà, la combativité qu'il y a là, quand on se souvient pour le coup juste à la sortie du confinement à l'été 2021 voilà, devant le tribunal de grande instance de Paris, plus de 20 000 personnes qui se réunissent à l'appel du comité Adama et suite au meurtre de Cédric Chouviat, de George Floyd. Enfin là il y a quelque chose aussi qui se joue aujourd'hui, et ça c'est comme un peu pour moi une troisième constellation dans le paysage. Et il faut œuvrer à des rapprochements, Gilets jaunes, Adama, voilà, et puis Adama syndiqué, voilà. Et il y a un quatrième bloc finalement, je finirai là-dessus, c'est celui des marches pour le climat, l'affaire du siècle, les grèves du vendredi, où là on parle d'une jeunesse qui est peut-être un peu plus privilégiée, en tout cas un peu plus éduquée, diplômée, privilégiée, même pas forcément le bon terme, parce que je pense que c'est des jeunes qui ont la chance d'aller à l'université et d'en sortir avec quelques diplômes, mais quand on regarde leur statut professionnel derrière, leurs revenus, c'est pas reluisant non plus. Mais là, il y a un quatrième bloc qui se joue et qui porte évidemment la question écologiste qui traverse toutes les autres. Mais en fait, toutes ces questions, c'est pas des luttes sectorielles qu'il faudrait mettre côte à côte, c'est des luttes transversales qui se traversent les unes les autres. Et l'idée, c'est d'encourager en fait ces synergies. Alors, je parle un peu comme un start-upper là, mais voilà, c'est ça l'idée. Et c'est ça, je pense, c'est la capacité à poursuivre, parce que vraiment, je pense, la dynamique, elle est bonne, en fait, elle est là. C'est pour ça aussi que faut-il désespérer de la gauche, pour reprendre le titre du livre que Rémi Lefebvre sort ces jours-ci. Oui, si on se contente de regarder les résultats dans les urnes, on a des raisons de désespérer de la gauche, mais si on regarde au-delà des urnes de ce qui se joue dans la rue, au sens très large de la rue, bon, moi, je trouve que la période, elle est plutôt réjouissante. Enfin, il y a de la combativité, il y a de l'inventivité, il y a des victoires qui sont toujours des victoires partielles, mais qui sont là. Et puis, je suis désolé, mais il y a des victoires. La bataille des idées, on dit toujours, oui, machin, la droite a gagné la bataille des idées, il faut que nous, on la réinvestisse. Vaste sujet, on va pas forcément le refaire, mais moi, quand je regarde un peu les indicateurs, quelles sont notamment les préoccupations des Français, quels sont les thèmes qui s'imposent dans le débat, même le wokisme, évidemment, wokisme aujourd'hui c'est un mot qui a été préempté par la droite, qui en fait une arme de combat. Wokisme, c'est une insulte, une injure pour s'attaquer aux féministes, aux antiracistes, mais en fait, malgré tout, on pourrait aussi interpréter ça différemment en se disant, mais ça y est, on a réussi quand même à mettre ces questions. Enfin, regardez le pronom Yel qui rentre dans le Petit Robert. Bon, le Petit Robert, vous pourrez regarder à qui ça appartient à Vincent Bolloré, hein, celui qui finance Zemmour. On arrive à imposer Yel dans le dictionnaire de Vincent Bolloré. Enfin, c'est anecdotique ce que je dis là, mais je pense que dans les thèmes qu'on met à l'agenda, on est plutôt sur une dynamique assez positive aussi, et qu'on arrive à imposer des sujets qui sont désormais incontournables. Regardez l'écologie. L'écologie, ça vient de la gauche, c'est un thème de gauche. Aujourd'hui, même l'extrême droite est obligée de se positionner là-dessus. Alors évidemment, elle va inventer une écologie, elle appelle écologie profonde, écologie... on voit bien, ils font leur truc sur l'enracinement, ils en tirent des propos islamophobes, misogynes, etc. Mais quand même, ils sont obligés de se positionner là-dessus. Ils peuvent plus se dire ouvertement climato-sceptiques, ils peuvent plus se dire ouvertement homophobes comme ils le faisaient avant. Donc voilà, il y a des victoires, et je pense qu'il ne faut pas non plus... En fait, il faut voir nos victoires aussi, quoi. Parce qu'il faut être réaliste, mais parce que aussi voir nos victoires, ça nous galvanise aussi pour la suite. Donc voilà, je fais plutôt un bilan assez positif des années de la séquence actuelle. Vous parlez de la gauche qui serait à l'offensive dans la rue. Comme vous le rappeliez tout à l'heure, au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait eu des tensions entre des groupes tendant vers l'extrême droite au sein des Gilets jaunes et des groupes de gauche. Finalement, la tendance de gauche semble l'emporter de façon assez générale. Est-ce que vous pensez que dans la séquence qui s'ouvre, notamment marquée par la candidature d'Éric Zemmour et des propos explicitement néofascistes, même s'il n'utilise pas le terme,
et appelant à la guerre civile. Est-ce que vous pensez que sur la séquence à venir, l'extrême droite risque d'être plus virulente dans la rue? Bah, de fait, ça c'est effectivement une constante qu'on remarque souvent, hein. D'ailleurs, on peut faire des analyses comme ça de séquences. Vous prenez le moment où Donald Trump, je sais pas, sort une saloperie les États-Unis d'origine mexicaine, par exemple, qui vivent là, ou sort une saloperie sur les homosexuels, et vous regardez, mais vraiment dans les jours qui suivent, vous regardez les courbes d'agression physique et verbale contre les homosexuels. En fait, quand il y a une libération de la parole raciste, homophobe, misogyne, etc., au plus haut niveau de l'État, mais derrière, parfois ça va jusqu'à l'acte terroriste, hein, mais derrière, bien sûr, ça ouvre les vannes pour, disons, plus au ras du sol, des excités, des déséquilibrés, mais l'explication psychologique n'annule pas l'explication politique, en fait. Souvent, enfin, les deux se conjuguent, hein. C'est des gens complètement idéologisés, mais aussi un peu, parfois, déséquilibrés, mais enfin, voilà, qui commettent des actes, quoi. Donc, oui, enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs, enfin, j'ai envie de dire, c'est presque, enfin, c'est presque ça le problème le plus grave, en fait, parce que, à la limite que Éric Zemmour insulte les musulmans à la télé, enfin si, c'est déjà grave, c'est une forme de mépris, d'humiliation, et je ne suis pas musulman, c'est pas à moi d'en parler, mais c'est déjà grave, mais tout aussi grave, peut-être même encore plus grave, c'est finalement le message d'autorisation, quelqu'un qui est à 15% dans les sondages, qui peut légitimement prétendre briguer l'Élysée, qui dit ça, bah oui, de fait. Mais pareil, quand Emmanuel Macron nous dit que le maréchal Pétain était un grand soldat, ou que il paraphrase Barès, voilà, sur la terre. Enfin, ça aussi, c'est alors c'est peut-être un peu plus discret, mais c'est des clins d'œil, c'est des signaux qui sont envoyés et qui disent oui, ok, c'est bon, allez-y, ça c'est autorisé, vous pouvez le dire, vous le pensez, maintenant vous pouvez le dire, voire même vous pouvez passer à l'acte. Donc effectivement, voilà, je suis assez embêté par rapport à ça. En même temps, je vois que le mouvement antifasciste s'est reconstitué. Il était un peu en sommeil depuis une dizaine d'années. Et à la faveur, précisément, je crois, il me semble, de la campagne et de la percée d'Éric Zemmour, de son entrée en politique politicienne. On a tout un tas de collectifs antifascistes qui se sont reconstitués dans des villes où ils étaient un peu dormants, voilà, à Lyon, à Avignon, à Paris, à Marseille, dans pas mal d'autres villes en France, se sont recréés des réseaux et des collectifs antifascistes qu'on réussit, je me souviens très bien, c'était il y a 2 mois, Éric Zemmour était censé tenir son grand meeting parisien au Zénith de Paris. Il a été contraint parce que c'était une mobilisation antifasciste massive à délocaliser son meeting à Villepinte, donc un peu plus loin. Bon, bah ça, c'est des victoires. C'est une lutte qui est en cours. Bon, il faut espérer que... Vous allez tenir un meeting au Trocadéro là, dans les semaines à venir. C'est vrai, je savais pas. Ben... Ouais. C'est pas forcément évident non plus pour les militants d'extrême gauche, au-delà des cercles antifascistes organisés, d'aller sur le terrain et de faire face à des groupes d'extrême droite radicalisés. Ben, c'est pas évident parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de groupes d'extrême droite radicalisés, hein. Et au fond, c'est la double... C'est la double pépinière, en fait, c'est ça. Il y a des groupes, voilà, autour de générations identitaires qui parfois s'affichent pas comme des identitaires, mais le font de manière un peu plus dissimulée, où ils se forment, ils font des stages de formation en été, voilà, pour le maniement des armes, des techniques, et puis, je veux dire, la mort de Clément Méric en 2013, enfin, les agressions contre des syndicalistes, encore un bar antifasciste à Belleville il y a 3 mois de ça, avec une descente de fachos qui viennent. Donc oui, il y a une vraie... Enfin, c'est difficile. Et comme en parallèle de cette reconstitution de groupes pour le coup fascisants, il y a 50% des forces de police aujourd'hui, des forces de l'ordre qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen au premier tour. 50%, c'était 30% il y a 5 ans. Il y a enfin, je veux dire, enfin, la rhétorique des brebis galeuses, du cas individuel là, qui suffirait de régler pour que le problème du racisme... Enfin, il y a un racisme structurel dans la police, et j'ajouterais que ce racisme, il est en train de se développer à une vitesse absolument vertigineuse, qui fait que même du coup, aujourd'hui, un pouvoir qui se prétend centriste, libéral, a du mal en fait à tenir ses troupes, quoi. Je veux dire, ça, c'est un vrai problème. Et à ça s'ajoute encore un problème qui est la démission d'un certain nombre de forces de gauche et de responsables politiques de gauche face à
cette montée de la menace fasciste. Enfin, je veux dire, moi, j'ai encore en travers de la gorge, parce que c'était l'acmé de cette démission de la gauche face à la menace fasciste, là, la manifestation c'est quoi, on va dire, le 10 mai 2021, devant l'Assemblée nationale, organisée par des syndicats policiers d'extrême droite, où se rendent, je suis désolé de les renommer, mais je pense qu'il faut que ça reste... Fabien Roussel, Yannick Jadot, Olivier Faure, qui vient et qui nous dit oui, il faudrait que les policiers aient un droit de regard sur les décisions de justice quand ça engage des citoyens qui ont eu maille à partir avec les forces de l'ordre. Pardon, la justice qui se fait remplacer par la police pour décider. Je ne sais pas s'il se rend compte, un socialiste qui nous dit ça. Je m'effondre de l'intérieur en entendant des choses comme ça. Et je veux dire, on est mal barré quoi, quand on voit ce que nous font un certain nombre de responsables de gauche aujourd'hui. Donc oui, la situation est pas simple, elle est lourde de menaces, mais aussi de potentialités, et elle est très indécise à nouveau. Je pense qu'on vit vraiment des temps de polarisation en fait. Alors c'est paradoxal parce qu'on a un président qui est au centre, mais en vrai, les structures profondes de notre société, je pense qu'elles sont de plus en plus instables et de plus en plus polarisées. Et d'avoir un président centriste, c'est un peu l'arbre qui cache la situation profonde. Et que ça, du coup, cette situation de polarisation, c'est de ça dont il faut partir aussi pour comprendre ce qui nous arrive et comprendre comment on doit agir, quoi. Vous mentionniez tout à l'heure les préoccupations principales des Français. Dans ces préoccupations principales, l'environnement arrive relativement haut. Est-ce que vous pensez que c'est une donnée nouvelle, notamment sur les jeunes générations, le fait que là, Emmanuel Macron, réélu en 2022, on sait que s'il n'est pas renversé d'une façon ou d'une autre, on repart pour 5 ans de néolibéralisme non seulement destructeur des institutions sociales, mais de la planète. Oui. Est-ce que vous pensez que cette donnée écologique, dans les différentes constellations dont vous parliez tout à l'heure, est une donnée susceptible de façon relativement nouvelle de radicaliser une partie de la population, notamment des jeunes, qui ont l'impression de subir quelque chose, ou d'élection en élection, en France comme ailleurs? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question qui est extrêmement importante. Bon, je pense que, pour l'instant en tout cas, le surgissement de la question écologique n'a pas, disons, rebattu les cartes politico-idéologiques, quoi. Les clivages restent à peu près les mêmes, et on le voit bien avec les partis verts, quoi, qui sont là, une espèce de centre-gauche, qui sont venus s'adjoindre souvent comme des forces d'appoint des partis sociodémocrates, mais en verdissant évidemment le programme. Mais fondamentalement, ça n'a pas bouleversé la partition droite-gauche et les anciens équilibres. C'est pas ça qui, je veux dire, typiquement, je pense, un mouvement comme les Gilets jaunes, j'y reviens, a davantage rebattu les cartes que le mouvement climat qui s'inscrit assez bien sur la cartographie, même s'il pose des nouveaux thèmes à l'agenda, et notamment effectivement, il introduit une césure générationnelle quand on voit quand on regarde l'électorat des partis verts, quand on fait la sociologie des personnes qui se mobilisent dans les marches pour le climat, il y a un facteur générationnel qui saute assez vite aux yeux. Donc ça, c'est quelque chose qui est à mentionner. Je pense que il y a une vraie, par rapport au climat, il y a une vraie urgence en fait aujourd'hui. On se rend compte, l'effondrement, la catastrophe, le tout dernier rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière nous dit comme message central, la catastrophe n'est pas à venir. En fait, elle est déjà là, elle a déjà commencé. On ne pourra plus empêcher la catastrophe. On peut seulement, si on agit vite et fort, empêcher ses pires conséquences. Mais elle est là, la catastrophe. Maintenant, il faut s'adapter, c'est ça maintenant. C'est pas conjurer, c'est s'adapter. Donc, les catastrophes dites naturelles, mais qui ont des causes pas naturelles, mais liées à notre système de production et de consommation capitaliste, qui sont déjà en cours. L'été dernier, on a eu les plus grands incendies du siècle, des incendies géants en Californie, en Australie, et en même temps des inondations à différents coins du globe, notamment en Belgique, à Liège, où vous avez eu des personnes qui sont mortes, mais même en même temps en Allemagne. Enfin, tout ça, c'est cette espèce de déluge, de cataclysme qui nous arrive dessus, et dont on ne vit que les prémices, en fait. Ce qu'on subit actuellement, c'est annonciateur de ce qu'on va subir d'encore plus prononcé dans les prochaines années. Tout ça, en fait,
c'est comparable à des guerres. En fait, l'effet que ça va avoir sur nos systèmes politiques électoraux, qui sont finalement assez récents à l'échelle de l'histoire. Enfin, je veux dire, là d'aller voter pour des présidentielles, les démocraties électorales telles qu'on les connaît, enfin, qui ont à peine un siècle et demi d'existence à l'échelle de notre histoire, c'est des régimes tout récents, en fait, quand on compare aux régimes qui les ont précédés. Et ces régimes, ils vont être très sérieusement secoués par la dégradation du climat qu'on vit actuellement, quoi. Donc, quant à savoir ce qui va se passer, je peux pas le dire, mais ce qui est certain, c'est que on vit la fin d'un cycle politique, quoi. Et à ce titre, aujourd'hui, on s'alarme de l'effondrement des partis. Je en parlais tout à l'heure, mais je pense que c'est pas grand-chose par rapport à ce qui va nous arriver. Les prévisions du GIEC nous parlent dans la prochaine décennie de plus de 200 millions de réfugiés climatiques, la moitié de l'humanité qui vit dans des zones à risque par rapport à la montée des eaux ou au réchauffement. Enfin, voilà. Alors, on sait bien que ça touchera avec 2-3 générations de retard les élites économiques, parce que en fait elles ont des moyens de se protéger, d'acheter des grandes villas en Nouvelle-Zélande, qui est le lieu le plus protégé de la planète, avec des pistes d'atterrissage. Donc elles seront touchées à la fin, mais d'ici là ça va créer des remous qui sont effectivement assez effrayants. La revue actuelle Marx va publier son prochain numéro sur Rosa Luxembourg. Alors pour ma dernière question, je vais vous poser une question de Rosa Luxembourg: socialisme ou barbarie? Mais je pense que du coup aujourd'hui c'est plus éco-socialisme ou barbarie, parce qu'il faut réintégrer cette dimension au logiciel marxiste. Hein. Il y a tout un tas de travaux, je pense notamment au livre récent sur le communisme du vivant de Paul Guilibert là-dessus, qui sont intéressants. Je pense qu'au lieu d'ailleurs d'opposer, comme ils le font un peu eux-mêmes, Bruno Latour et Frédéric Lordon, on aurait plutôt intérêt, je pense, à travailler ensemble en fait, avec ce genre de penseurs qui nous apportent chacun, l'un sur la thématique effectivement de l'écologie, l'autre plutôt sur vraiment critiquer le capitalisme en tant que tel, et pas juste ses variantes et ses dérives financiarisées ou néolibérales. Enfin, je pense qu'il faut faire travailler ensemble Latour et Lordon pour comprendre ce qui nous arrive. Donc c'est plutôt écosocialisme ou barbarie. Mais moi, oui, socialisme ou barbarie, il faut voir, quand Rosa Luxembourg nous dit ça, on est en fait à la veille de la Première Guerre mondiale. On a des soulèvements révolutionnaires en Russie, en Italie avec les conseils ouvriers, en Allemagne avec la révolution spartakiste. On est dans un moment de poussée révolutionnaire extrêmement forte, mais en même temps des poussées des forces impérialistes avec le spectre de la guerre. Et même si ça arrivera 2 décennies plus tard, et Rosa Luxembourg aura été assassinée entre-temps, elle n'est pas là pour constater ça, mais c'est bien ça qu'elle avait pressenti, le totalitarisme, enfin les fascismes en fait. Donc elle décrit cette période-là, qui est une période, disons, beaucoup plus mouvementée, beaucoup plus agitée, et surtout, c'est ça le terme qui m'importe, beaucoup plus polarisée. Socialisme ou barbarie, c'est une période qui est beaucoup plus polarisée que ce qu'on a connu pendant les 30 Glorieuses, et même la contre-révolution néolibérale qui va des années 80 à la crise de 2008. Finalement, 1945-2008, à l'échelle du globe, hein, on peut dire que c'est une période, c'est le compromis keynésien, fordiste, c'est une période relativement pacifiée, avec des conflits sociaux et des conflits aussi géopolitiques. C'est la guerre froide, mais précisément c'est la guerre froide, c'est plus les guerres mondiales. On n'est plus en fait entre 1945 et 2008 dans socialisme ou barbarie. On est dans une forme d'équilibre où le capitalisme, la fameuse démocratie de marché de Francis Fukuyama, a tellement réussi à stabiliser les choses qu'elle peut s'imaginer incarner la fin de l'histoire, en fait, dans cette espèce de démocratie de marché. Et je pense que depuis la crise de 2008, avec les conséquences, les ravages sociaux qu'elle a eus, puis ensuite les mouvements d'occupation de place dans les démocraties occidentales, mais aussi les soulèvements populaires, le printemps arabe, ce qui s'est passé, dans tout on ne va pas faire la liste de tous les pays, mais je pense qu'on est entré dans un nouveau cycle où à nouveau on se retrouve avec
barbarie d'un côté, hein, barbarie, je veux dire barbarie, c'est l'axe, c'est la nouvelle internationale fasciste, Trump, Bolsonaro, Erdogan, Netanyahou, voilà, Orban, Poutine, Xi Jinping. Il y a une nouvelle internationale, voilà, autoritaire, fasciste qui est là. Enfin, il y a 1000 différences entre les noms que je viens de citer, mais on voit bien quand même que ce qui les unifie, c'est la barbarie. Et de l'autre côté, c'est quoi l'alternative? Est-ce que c'est de sauver l'ancien monde? Est-ce que c'est de sauver cette espèce le centrisme libéral, enfin, ces démocraties libérales qui seraient incarnées comme ça par les Clinton, par Emmanuel Macron ou quoi? Non, ça c'est le monde qui est en train de s'effondrer en fait. Emmanuel Macron, pour moi, c'est le nom de quoi? C'est en fait c'est le dernier souffle, c'est le dernier visage du compromis fordiste, quoi. Enfin, mais tout ça est appelé à dépérir, et donc l'alternative, il faut aller la chercher bien plus loin, c'est l'écosocialisme, qui est un écoféminisme, qui est aussi un écoféminisme écosocialiste décolonial. Voilà, le problème c'est vous voyez bien, j'empile les adjectifs les uns sur les autres, parce qu'en fait, ce qu'on appelait naguère le communisme, et qui était comme ça une utopie relativement mobilisatrice et unifiante, et qui était mobilisatrice et fédératrice parce qu'elle était unifiante, on est orphelin de ça, on ne sait pas en fait comment nommer l'horizon vers lequel on va, donc on alterne, on empile comme ça voilà, écoféministes, décoloniales, etc., anticapitalistes, machin, ça convient pas. On est encore trop dans une critique purement négative vis-à-vis du système contre lequel on se bat, qui est le capitalisme et en bout de course le fascisme. Qu'est-ce qu'on a à proposer à la place? C'est ça la difficulté. Je ne crois pas que ce soit le communisme, je ne crois pas que notre horizon soit de ressusciter ou de réhabiliter le communisme. Je crois qu'on est sur autre chose qui tourne peut-être autour, oui, des terrestres, d'une nouvelle relation au vivant. Mais je vois bien, en même temps, je vous dis ça, mais je vois bien que l'écologie n'est pas aujourd'hui parvenue à éveiller les affects et les désirs aussi puissants que ceux qui étaient attachés au communisme. Donc on cherche, on travaille, c'est le travail pour le coup, c'est en partie le travail des intellectuels, mais je veux dire, les intellectuels, si derrière il n'y a pas des forces sociales qui portent ça servira pas à grand chose. Mais oui, vraiment, hein, il y a quelques années, je me permets de faire la promotion d'un livre que j'avais dirigé autour de la pensée de Cornelius Castoriadis. C'était un ouvrage collectif, voilà, qui tentait d'actualiser, le livre est sorti en 2015, les grilles de lecture de Castoriadis pour le temps présent, et j'avais intitulé le livre « Autonomie ou barbarie », parce que je crois vraiment que c'est la situation de polarisation dans laquelle on est, et ça veut dire quoi, juste pour finir? Ça veut dire que ce que ça exige de notre part en termes pratiques, c'est tout sauf des demi-mesures, c'est tout sauf des compromissions, c'est de la radicalité assumée, revendiquée, voilà. Et aujourd'hui, c'est d'être radical qui est la seule voie pragmatique et réaliste qui s'offre à nous, quoi, me semble-t-il. Merci beaucoup, Manuel Sarraillard-Marcel. On espère pouvoir continuer cette discussion à l'avenir. C'est moi qui vous remercie pour ce très bel entretien.